Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette table ronde cet après-midi. Merci d'être venus malgré ce beau temps qui pouvait donner envie peut-être d'aller faire un tour peut-être en bord de mer. Mais c'est avec plaisir que nous vous accueillons au Théâtre Liberté pour cette table ronde. Donc à la limite, je vois que tous les intervenants sont là. Je vais vous présenter au fur et à mesure que vous allez vous asseoir. Tiens, par Alena Sereyeva. Alena, qui est économiste et enseignant-chercheur à l'ISEN, qui travaille sur la ville, les Smart Cities, on en parlera. Gaëtan Trovato, qui est un artiste, plasticien, et je vais dire des conneries, donc tu te définiras mieux peut-être, mais en tout cas, il a une très belle installation en bas, peut-être que vous l'avez vu, avec des souvenirs de la ville à l'intérieur. Axel Benaïch, qui dirige la Fabulerie, qui est un lieu un peu fou d'innovation sociale à Marseille. Ravira, Trovato. Non, Gaëtan Trovato. Ravira Tagerinariso. Voilà. Qui a fait la très belle installation avec des vagues en métal dans le hall. Gaëtan, le Rosic. Gauthier, le Rosic. Donc Gauthier, qui a fait peut-être, vous l'avez vu, cette machine à écrire avec laquelle vous pouvez interagir. Et enfin, Philippe Bonfils, qui est actuellement aussi le directeur de l'Institut Ingémédia, c'est ça ? Oui. Hein, voilà. Donc pour les Toulonnais, vous connaissez, c'est cette antenne de l'université là, qui est à l'entrée de Toulon. Voilà. Et moi-même, je suis Guillaume Perrochot. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'ISEN et je m'occupe du département sciences humaines et sociales à l'ISEN. Et finalement, je vous parle ici plutôt en tant que sociologue de l'innovation, parce que c'est mon métier et ma formation. Voilà, donc, vous avez peut-être lu ça, cette petite chose, où on expliquait que voilà, est-ce que les Smart Cities, qui est une thématique dont on parle beaucoup, est-ce que ça nous fait encore rêver ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet imaginaire et cette rêverie qu'on pourrait avoir de la ville ? C'est pas qu'une rêverie, c'est un vrai projet aussi, de repenser, réinventer les villes dans lesquelles on vit, puisque une grande partie de l'humanité vit dans les espaces urbains, donc c'est quand même un vrai enjeu. Et pour commencer, j'ai mis une image là comme ça de ciel, vision, et j'aimerais qu'on fasse un petit truc un petit peu interactif. J'attends pendant qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui rentrent encore nous rejoindre. Mais vous n'hésitez pas à vous rapprocher, hein, monsieur Dame. Voilà. Est-ce qu'il y a... tu as raison, il y a un siège vide. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souhaiterait partager avec nous, ne serait-ce que parce qu'il a envie là, maintenant, tout de suite, ou qu'il trouve qu'il a une expérience peut-être à partager avec nous dans cette table ronde ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir représenter la salle ? Oui, monsieur ? Allez, venez. Voilà. Je croyais que c'était pour toi. Non, c'est pas pour moi, je peux rester là. Comme ça. On aura l'occasion de se présenter peu à peu. Alors, avant de commencer, ce qu'on va faire, j'aimerais que vous imaginiez, fassiez ce petit exercice-là, en votre fort intérieur, avec vous-même. Vous imaginiez, vous projetiez dans quelques années, peu importe l'horizon, mais imaginez surtout une ambiance urbaine qui vous plaise, une ambiance urbaine dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle tout est possible, vous êtes serein, vous êtes heureux, peu importe vos projets ou votre envie, mais j'aimerais que vous vous représentiez, vous fassiez ce petit effort de visualisation. Qu'est-ce qui vous arrive comme sensation, odeur, image, son, texture, peu importe, idée, pensée, émotion. Et puis, je vais vous demander de me donner ce qu'il vient, parce qu'il y a peut-être un mot qui va émerger, et j'aimerais que vous me les donniez, et on va les noter. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, je vous écoute. Silence. Aéré. Espace. Végétation. Rire d'enfant.
Chant d'oiseau. Pas de voiture. C'est un peu utopique. Allez-y. Café musical. Zone piétonne. Promenade. Rencontre. Commerce de proximité. Culture. Architecture. Théâtre. Fluidité. De l'eau. Fontaine. Eau. Parc. Lumière. C'est bien si c'est déjà. Ah, c'est déjà. Non, c'est très bien, tant mieux. Matériaux. Et notre table ronde, là, vous avez des mots qui vous viennent? Emploi. Nudiste. Tout type de gens. Territoire. Inventivité. Lenteur. L'air. Rire. Sourire. Musique. De l'air. Air. Comme pendant toutes les lettres ici. Musique. Il y a de l'humain. Allez, de l'humain. On va Interaction. Interaction. Allez, je mets le mien, sérénité. Voilà. Voilà, donc ça c'est vos visions, nos visions. Voilà ce qu'elles nous disent, voilà à quoi elles ressemblent. Voilà la matière de vos imaginaires, de comment vous vous projetez, ou comment vous avez envie de la ville. Ok. Alors voilà, seulement il y a un problème. Il y a un problème, c'est que si on regarde, vous tapez dans Google ville du futur, et vous regardez les images, vous allez voir ce qui est populaire. Dans Google, Google c'est un algorithme de popularité, ça vous montre ce qui est populaire. Donc ce qui va ressortir, c'est ce qu'il y a dans l'imaginaire collectif des arts populaires. Et donc j'ai fait cet exercice et j'ai regardé un peu ce qui ressortait. Il ressort, bien entendu, les films, les BD que vous connaissez. Et qu'est-ce que nous montre de ces villes-là? On nous montre par exemple des gens qui tombent. Ça c'est Moebius. Et qui tombent dans cette ville, où tout bien sûr n'est que sérénité, lumière, humain. Là c'est le 5e élément. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que cette peur de tomber dans la ville, elle est ancienne, puisque en fait, même Buster Keaton, au début du cinéma, à partir du moment où la ville devient verticale, il s'accroche aux aiguilles du temps pour pas tomber comme ça. C'est pas Buster Keaton? Ah, c'est Harold Lloyd. Bon, alors voilà, même Harold Lloyd alors. Merci madame. Et en tout cas, voilà, on voit déjà qu'il y a une peur qui est mise en scène par des artistes et qui nous montre ça, cette angoisse finalement. Cette ville, elle est verticale, elle est froide, et on a peur de tomber dedans. Et finalement, si on continue, c'est ce que j'avais écrit là dans le petit livret, c'est que finalement, quand on pense à l'espace urbain ou à la ville, on a du mal à imaginer autre chose qu'un peu plus de la même chose. Donc un peu plus de la même chose, ça finit par donner ça. Un peu plus de voitures, un peu plus de signaux, un peu plus de pubs, un peu plus de gens, un peu plus de saleté, un peu plus de la même chose, ça donne ça. C'est ce qu'on appelle finalement, c'est pas du tout une utopie, c'est le contraire, c'est une dystopie, pour prendre le mot qui est utilisé ici et là. Et on va continuer cette dystopie avec les ouvrages récents ou des œuvres récentes. Vous reconnaissez ça? Blade Runner. Et c'est vraiment tout le mouvement qu'on appelle le cyberpunk aussi, qui montre comme ça des villes sombres, noires, avec le fantasme de la surveillance, avec des capteurs. Et souvent quand on parle des smart cities, on parle de capteurs, des trucs, on va mettre une analyse, la ville est intelligente, elle est tellement intelligente qu'elle nous observe à tout moment et elle nous vend ce dont on n'a pas envie encore. Ça c'est Intelligence artificielle, je crois, de Spielberg.
Et on continue à avoir des signaux. Et puis si on continue à numériser la ville, finalement, on la numérise encore et encore. Et finalement, le numérique prendrait, hein, dans les dystopies, hein, prendrait le pas sur nous. Et on finit par la matrice. Donc la matrice, vous savez, il y a deux villes en fait. Il y a la ville rêvée, numérique, qui nous est projetée, dans laquelle les gens vivent. Mais en fait, la vraie ville, c'est celle-ci, dans laquelle les humains sont dans des sarcophages et on pompe leur énergie, etc. Alors bien sûr, c'est une superbe dystopie, hein, ça fait vraiment très peur. Mais on est juste un aliment pour la ville. Et à force, ça finit comme ça. Les humains sont partis, la ville sont partis de la planète. Et on a laissé juste quelques petits robots pour tout nettoyer. C'est Wall-E. Donc ça fait pas rêver, hein, c'est sûr. Bon. Moi, je rêve pas du tout de ça, vous non plus, la preuve. Vous voyez le décalage qu'il y a entre les mots que vous nous avez donnés et une certaine imagerie de la ville qui est un peu embêtante. Ouais. Donc on est un peu névrosé, il nous manque une vision. Alors c'est pour ça qu'on est là, pour en parler. Alors après je vais arrêter d'être bavard et je vais commencer à faire parler mes collègues et puis peut-être aussi des gens dans la salle. Juste vous rappeler ceci, peut-être pour décoller de tout ça. J'aime bien regarder l'étymologie et il faut se souvenir que ville, chez les Grecs comme chez les Latins, souvent il y a deux mots. Chez les Grecs, hein, il y a polis et civitas. Chez les Grecs, il y a polis, hein, qui est l'équivalent de civitas, et c'est pas urbs. Urbs, c'est la ville, l'espace matériel, l'architecture, les objets qui la composent. En fait, l'intérêt, c'est la cité, c'est-à-dire la ville telle qu'elle est vécue par des groupes humains. Et donc, les images que je vous ai montrées avant, peu à peu, l'humain disparaît des visions. Et c'est bien ça le problème, c'est que si on pense que à travers la matérialité, si on pense que à travers un futur des objets et de la vie, c'est angoissant, parce qu'il manque l'humain. Ce qui est intéressant, c'est quand on injecte de l'humain dans nos rêves, dans la cité, et c'est ce qu'essayent de faire les artistes ou les gens qui sont ici, et sans doute c'est ce que vous avez envie de faire aussi. Donc voilà, c'est ça un peu le thème du jour. Quel rêve de cité? Ok. Alors, vous avez pu visiter un petit peu les espaces, peut-être les différentes choses ici? Ouais. Donc, du coup, peut-être on pourrait commencer par la première que vous avez vue en entrant. Ce sont ces histoires de vagues. Mais est-ce que vous avez compris la signification de ces vagues de métal et comment elles étaient construites? Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler un peu comment ça marche? Alors l'installation s'appelle To Recall Water During Days, enregistrer l'eau pendant des jours. Et en fait, c'est l'idée qu'on est dans un monde qui est en perpétuel mouvement, on est dans un flux constant, et ce flux n'est pas que la ville, nous les hommes, mais c'est un mouvement aussi de la Terre en entier, de la planète Terre en quelque sorte. Et du coup, j'ai voulu utiliser les données qui sont utilisées par les océanographes et le large de l'océan Pacifique pour utiliser donc les fréquences des mouvements de la mer, des vagues, la hauteur, la vitesse, etc. pour créer une installation où l'on puisse en quelque sorte ressentir la mer dans laquelle finalement on y est de toute façon. Vu qu'on est dans un système de complexe entre terre, mer, atmosphère. Du coup, l'idée, c'est après, bon, ça c'est une partie de l'installation. Après, l'idée, c'est de faire plusieurs modules et vraiment que l'on puisse déambuler dans cette structure de métal, mais qui en fait, qui est la terre qui respire à travers la mer. Et en fait, comment ça marche? Alors, j'ai 7 bouées qui sont disposées, c'est des bouées, l'information, on la retrouve sur Internet. Et en fait, elles sont disposées vers des Philippines, entre la Russie et les États-Unis, l'Alaska, le Canada, les États-Unis et Hawaï. Et du coup, chaque bande correspond à une bouée et qui a son propre rythme. Et l'idée, c'est d'être face à cet océan Pacifique qui respire devant nous. Pour avoir conscience en quelque sorte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand sur lequel on baigne, mais qu'on n'arrive pas à se représenter parce qu'on est dedans et que la question d'échelle elle est difficile parfois à traiter. Il va nous manquer un micro, je ne sais pas si...
Il n'y a pas un deuxième micro quelque part? Bon. Alors, je vais, Quelqu'un a volé le micro. Alors, tiens, Axel, puisque tu es debout, cette histoire-là, moi, ça me fait penser à un truc. C'est finalement, là, tu ramènes une trace, une expression de la nature Oui, oui, oui. dans l'espace urbain. Et Axel, tu peux nous parler d'autres projets comme ça? Par exemple, Après, juste, je voudrais toi, tu en connais d'autres? juste dire avant que, quand même, je pense aussi qu'on ne peut pas imaginer une ville sans nature. Je pense que c'est quand même lié et que la nature fait partie intégrante de la ville. Je pense qu'il y a une sorte de scission, comme ça, scission, je sais pas comment on dit, de rupture entre la nature et la ville qui est quand même un petit peu irréaliste, parce que finalement la ville, par exemple Toulon ou Marseille, elle se construit autour de la mer et du transport qui vient avec, du voyage, des gens qui arrivent, de l'immigration, de l'horizon du commerce, et après elle se construit et se développe autrement, mais je pense que ça va de pair. Comme Allez-y. Non, allez-y. Je pense que l'artiste comme vous est visionnaire parce que vous n'étiez probablement pas là lors de la dernière conférence qui a eu lieu ici, qui concernait l'océan, la Méditerranée, l'océan. Il y avait Paul Watson en particulier, les Shepard, tout ça. Il a bien expliqué ça, je ne savais pas à quel point on baignait dans l'océan. On s'en est, c'est seulement pour la COP 21. Vous n'y avez même pas pensé à ça. Je dis, l'artiste est visionnaire. Parce que la COP 21, pour la première fois, on s'est dit, il y a un 6e ou un 8e continent, c'est l'océan. Et tous ces courants qui vont d'un côté ou l'autre, on est dedans. Bien et sûr. on est vraiment dépendant de ça, en fait. Et c'est eux qui vont venir après intervenir sur la terre, sur les côtes, qui vont plus ou moins faire sur que... nous, sur notre climat, sur notre le climat, alimentation. sur... C'est Exactement. beaucoup plus important pour l'oxygénation, pour réduire l'effet de serre, par exemple, que l'Amazonie. Le plancton qu'on détruit chaque année, voilà, on produit beaucoup plus d'oxygène et retient beaucoup plus de gaz carbonique. Ce que je ne savais pas, bon, je suis très technique, là c'est peut-être pas le sens de tout ça, de beaucoup plus de gaz carbonique que toutes les forêts d'Amazonie. Donc c'est assez étonnant que vous parliez en premier, puisque ça fait justement la jonction entre les deux conférences qui se faisaient ici. Voilà. Et en plus c'est très beau. C'est quand même très beau, même si on n'y comprend rien. C'est vrai qu'il faut des clés. Même dans l'art ancien, il faut des clés pour comprendre toute la Après, il y a un cartel, il y a un cartel Là, qui c'est un explique. peu complexe, mais c'est encore plus complexe que ce que vous dites, puisque c'est très scientifique et ça, vous n'avez peut-être pas regardé ce que fait Shepard. Non, je Voilà. Bravo. Peut-être pour rebondir et pour reprendre la casquette plutôt là, commissaire, en gros, quand le Théâtre Liberté nous a proposé de monter cette exposition, on s'est posé la question de l'histoire qu'on avait envie de raconter aussi autour de cette ville intelligente et qui est un peu à la mode en ce moment et qui finalement draine aussi des concepts assez technophiles où finalement l'intelligence passe par les infrastructures, par le matériel et pourquoi le travail aussi de Ravira qu'on avait envie de rendre visible, parce qu'il y a aussi tout le travail de pulsation, enfin toute la notion de pulsation, de pouls, voilà, si tu peux en parler un petit peu aussi. Oui. Ben, disons que dans mon travail en général, ce qui m'intéresse, comme je vous le disais, c'est un peu l'idée du flux, du mouvement dans lequel on vit et qu'il y a quand même une certaine cadence, un certain rythmique qu'on peut l'avoir autant dans la ville, dans la circulation de la ville, les feux rouges ou les escaliers mécaniques. Il y a quand même une rythmique qu'on retrouve et dans la mer on retrouve aussi cette rythmique-là. Et en fait, pour moi, il y a quelque chose qui va en écho. Après, si on va beaucoup plus loin, il y a aussi la rythmique des cœurs de chacun, de la respiration. Et finalement, je pense que toutes ces différentes musiques, en quelque sorte presque, viennent composer ce que c'est le monde. C'est pour ça que je trouve intéressant aussi de ne pas séparer les différentes composantes du monde, en quelque sorte. Je vais répondre peut-être à ta question, Guillaume, en parallèle, peut-être compléter avec des projets qui n'ont rien... qui ne sont pas si poétiques, mais en tout cas des projets aussi de start-up du territoire, notamment un projet qui a eu lieu à Toulon autour d'éco-balades et travailler la notion de parcours dans la ville qui permet aux habitants de découvrir aussi la biodiversité qu'il y a sur leur territoire. On s'appelle Éco-balade, je vous invite à aller voir. Et cette même structure en fait a monté un projet, j'aime beaucoup, qui vient d'être primé là, par la région, qui s'appelle Un jardin dans ma rue, dans ma ville. Et c'est une application qui permet de choisir en ville ces trajets en n'empruntant que des zones végétalisées où la nature a sa place. Et
soit par des plantations faites par les habitants, soit par des jardins publics. Voilà, ça s'appelle un jardin dans ma ville. Est-ce que quelqu'un veut parler de... Quelque chose à dire sur la place de la nature dans la ville? Qu'est-ce que c'est que cette nature? Moi, j'étais très amusé par la position de la salle sur la place de la nature. C'est pour ça que j'ai dit emploi, d'une manière un tout petit peu provocatrice. Est-ce que la ville a vocation à remplacer la nature ou inversement? Est-ce que nous avons vocation à se mélanger? Quelle est la place de l'humain finalement dans tout ça? Et au début, en vous entendant, j'avais l'impression que vous rêviez d'une ville sans être humain, puisque plus de déchets, plus de bruit, plus d'activité, mais quelque chose de serein, d'apaisé. Et donc là, la question que je me posais, ou en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de voir en quoi les nouvelles technologies vont permettre de resituer l'humain en équilibre dans une ville qui donne aussi de la place à la nature, mais qui ne se trompe pas, je dirais, qui essaye de mélanger harmonieusement les deux. Alors, ce que tu viens d'évoquer, c'était justement intéressant. Nous, on a des étudiants qui ont travaillé aussi sur comment faire en sorte que grâce aux technologies, l'être humain réinvestisse une ville qui est en train de fuir à l'extérieur. Quand on se promène dans le centre-ville à Toulon, vous allez passer dans des endroits où vous allez trouver toute la sérénité que vous voulez, mais il n'y a plus d'activité. Voilà. Et donc, j'aime bien ta définition de la cité aussi, quand tu reviens aux fondamentaux. La cité, c'est l'humain. Hein. Donc, en ce qui me concerne, je trouve que le débat ne peut pas porter sur une opposition entre la cité avec ses clichés que tu évoques et l'utopie qu'on aurait d'une cité où finalement ce serait tellement calme et serein qu'il n'y aurait plus d'humain. Il y aurait la végétation évidemment, il y aurait tout ce que vous voulez, mais plus l'humain qui fait le sens de la cité. Voilà, donc c'était un peu cette réflexion que je me faisais en vous écoutant tous. Est-ce qu'on peut trouver un équilibre justement? Voilà, ça c'était le sens. Et est-ce que les nouvelles technologies peuvent d'une manière ou d'une autre contribuer à cet équilibre? Alors, moi, comme je vous connais, j'arrive à faire des ponts. Donc, je vais faire un pont. Alena, est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire des arbres coupés en Allemagne? Ça te parle, ça? Alors, c'est peut-être aussi une occasion d'introduire notre projet. On va démarrer un projet de recherche, un partenariat avec l'université de Dresde et l'université de Delft, donc Dresde en Allemagne et Delft aux Pays-Bas. On a aussi des partenaires industriels. Il y a notamment une PME que vous connaissez peut-être, une PME locale, Optis, qui travaille sur les technologies 3D immersives. Et aussi, on a la société Archicad qui produit tous les logiciels qu'utilisent les urbanistes et les architectes pour concevoir leurs projets. Et donc l'histoire, voilà, je reviens à l'histoire des arbres coupés. Les urbanistes et les architectes conçoivent la ville. Et nous, quand on réfléchissait au projet de R&D, on s'est dit, mais finalement, les professionnels, quand ils conçoivent la ville sans interagir avec les citoyens, justement, ça peut donner quelque chose de ce que nous avons vu dans les images, même si c'est que les films de science-fiction. C'est une question, c'est ce qu'on voit typiquement au travers les résistances contre la construction de l'aéroport de Nantes, par exemple. Et c'est ce qui s'est passé notamment aussi en Allemagne. Je ne sais plus dans quelle ville, je pense que c'est à Hambourg. Oui. Donc il y avait un projet urbain de très grande envergure qui était en cours depuis 20 ans. Donc beaucoup de millions d'euros investis pour construire une nouvelle gare. Et finalement, donc, quand les travaux sont arrivés, donc, ils ont choisi une place où il y avait un parc. Ils ont commencé à couper les arbres. Et en fait, les gens étaient tellement attachés aux arbres qu'ils se sont manifestés, ils ont résisté. Et donc, il y avait vraiment presque une révolte citoyenne. Et les autorités ont été obligées d'abandonner les projets.
Donc là, ça nous ramène, bon, ça renvoie finalement à plusieurs points, plusieurs débats. Parce que le premier, bien sûr, c'est vraiment quelle est la place de la démocratie urbaine dans la conception des espaces. Finalement, c'est vraiment la distribution du pouvoir. Hein, parce qu'on voit très bien que les représentants de la ville, ça remet en question la démocratie urbaine. Les représentants de la ville ne représentent pas vraiment les souhaits des citoyens, ça c'est la première question. La deuxième question... C'est la démocratie tout court. Voilà, la démocratie tout court, donc vraiment repenser la démocratie. Et bon, finalement, pour rebondir, finalement, est-ce qu'avec les nouvelles technologies, on pourrait faire quelque chose de plus participatif? Pardon. Donc quelque chose de plus participatif, où tout le monde peut contribuer et donner son opinion. Deuxième question, c'est aussi la question finalement du métier de ces personnes-là, des urbanistes, mais aussi des ingénieurs, y compris des ingénieurs du numérique, parce que maintenant on commence à parler des smart cities, donc des villes connectées, donc les ingénieurs de l'informatique et de l'électronique commencent à être intégrés dans la conception de ces villes. Finalement, quelle est leur vision et est-ce qu'ils sont formés à l'éthique aussi? Donc, quand on conçoit une ville, est-ce qu'on le conçoit tout simplement avec la vision technocrate de la ville? Ou bien on prend aussi en compte l'humain et toutes les questions éthiques autour de l'humain? Donc ça me ça. Et enfin, la troisième question, c'est vraiment la question peut-être de vivre ensemble, plus globalement. Finalement, comment est-ce que ces villes-là, effectivement, peuvent correspondre, peuvent créer un environnement où les humains et la nature et peut-être d'autres objets, pourquoi pas les animaux, peuvent aussi être intégrés dans la ville, justement pour avoir cet équilibre et ce bien-être qui convient à tout le monde. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a parlé donc de la nature, du rôle de la nature, etc. Et là, on est en train de poser la question, c'est intermêlé tout ça. On sait qu'on ne vit pas dans une bulle, mais qu'on est interconnecté à tout ce qui est sur cette planète. Et surtout, on est aussi interconnecté avec des objets que nous fabriquons nous-mêmes, avec les artefacts, avec les technologies qu'on fabrique. Et donc, on a fait l'expérience récemment avec des étudiants, donc des étudiants de l'ISEN, des étudiants aussi de designers de Cage, etc. On les a fait travailler pendant une semaine, c'était 70 par groupe de 5, en leur disant, imaginez-nous des futurs possibles technologiques de la ville, mais des futurs désirables. On sort des dystopies, arrêtez de mettre des capteurs partout pour n'importe quoi, faites-nous un peu, donnez-nous à réfléchir, et voilà. Donc, je voudrais juste un petit 1 minute 35, et ça va nous permettre d'introduire ce thème-là, qui est celui des objets qu'on fabrique, des artefacts. Et vous allez voir, ça c'est l'équipe qui a gagné, enfin, il y avait un jury, c'est à eux qu'on a donné le prix. Je vais vous montrer ce petit film. Assez étonnant, je pense. Salut, moi c'est Sophie. Et ça, c'est mon papa. Dans notre ville, il y a des choses qui changent. Et puis d'autres qui sont toujours pareilles. Aujourd'hui, mon papa, il a dit qu'il m'emmenait dans un parc un peu spécial. Il m'a dit qu'il me faisait une surprise. On est en route, mais j'ai déjà hâte de savoir. Apparemment, c'est un arbre très spécial, avec des secrets dedans. Quand on l'a trouvé, papa, il s'est approché, et là, il y avait le nom de Mamie. Parce que Mamie, quand elle est morte, elle rêvait d'être cosmonaute. Du coup, elle est partie dans une capsule qui fait pousser un arbre. Et la capsule magique, elle a mis Mamie dans l'arbre. Moi, je m'en rappelle pas, mais papa, il a dit qu'aujourd'hui, il allait me la présenter. Alors, il a sorti son téléphone, et là, c'était trop cool. Il y avait même des vieilles photos avec des soldats. On a regardé mon arbre généalogique, et papa, il m'a expliqué toute l'histoire de Mamie. Moi, j'ai dit à papa que j'aimerais bien qu'il m'en raconte d'autres des histoires. Il m'a dit qu'il y avait d'autres cosmonautes dans la famille que je pourrais rencontrer. J'espère qu'ils sont aussi cool que Mamie. Voilà, ça c'était Trees of Life. Donc, Ah, il y a un autre
Ah, Bon. vas-y, allume-le. Donc, vous voyez, le truc, c'est qu'on leur avait dit, faites-nous de la Smart City, mais on leur a lu, enfin, je leur ai montré un peu la même chose que je vous ai montré au début, quoi. Aller au-delà des trucs, plus de capteurs, plus de bidules, faites-nous des choses un peu plus profondes. Vous voyez, là, ils ne sont pas allés de main morte, puisqu'ils ont même ils ont parlé de choses finalement tabous, en disant, finalement, dans une ville, s'il y a un truc auquel on touche jamais, c'est les cimetières. Donc, voilà, le rite de la mort, le passage, on n'en parle pas, nous on fait un truc, et finalement ça va très loin, puisque c'est même quasiment, il présente un rite laïque de mémoire, les arbres mémoriels avec une mémoire embarquée, etc. etc. Bien sûr, est-ce que c'est faisable ou pas? C'est faisable, techniquement, il n'y a rien de... Donc, et là je prends 2 secondes ma casquette de sociologue, après je vais passer la parole à quelqu'un ici. Ça nous fait penser à une chose, c'est que souvent on voit que nous agissons les objets, on les prend, on en fait quelque chose, mais en retour il faut savoir que les objets nous agissent aussi. Les objets, ils sont performatifs, ils induisent une manière d'être, une manière de faire. Quand on retrouve une vieille civilisation, on retrouve que ces objets techniques. Pourtant, avec l'analyse de ces objets techniques, on est capable de dire, tiens, ils avaient des rites funéraires de ce type, ils avaient une philosophie comme ceci, c'était une société plutôt matriarcale, etc. On arrive à dire des choses d'une société à partir des objets, des artefacts qu'elle nous a laissés. Et les artefacts induisent une manière de penser, c'est évident. Donc, une personne qui le montre très bien, c'est Gaëtan, qui est juste... Gauthier. Guillaume, Gaëtan, Gauthier, c'est que des G en plus. Gauthier. C'est avec sa machine à écrire. Tu peux nous raconter cette histoire d'interaction En fait, la machine à écrire, c'est une pièce que j'ai réalisée il y a quelques années, et le but, c'était de faire que les personnes s'interrogent en fait sur l'évolution de communication. Donc, c'est un moment de faire une pause avec la machine, de l'utiliser et de réfléchir en fait à qui on parle et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et le but, c'est d'intégrer un programme informatique dans la machine. Cette machine à écrire qui adore, elle est dépourvue d'informatique au départ, donc c'est vraiment un objet simple, une machine type, qui n'a pas d'intelligence. Et les gens diront que là, il y a une intelligence artificielle, alors que c'est absolument pas une intelligence artificielle, c'est un programme qui a été créé par l'humain et qui n'apprend pas, qui ne va pas ni prendre possession des machines alentour, ni rien. C'est vraiment, il est là pour faire son travail et il va rester là. Et du coup, c'est vraiment, en fait, permettre aux gens de réfléchir et de se poser et de comprendre. Avant, on discutait vraiment 2 personnes ensemble. Il y a eu la carte postale, le téléphone, le SMS, le mail. Maintenant, on est 3 dans un bar et on arrive encore à envoyer des SMS à d'autres personnes. Et donc, c'est sur cette évolution en fait que moi j'essaie de faire réfléchir. Et donc, moi, on en parlait juste avant, ce qui était étonnant. Qui l'a testé, cette machine? Oui? Vous êtes resté un petit moment devant? Vous avez fait plusieurs... Qui a fait plus d'une phrase? Ah. Alors, quelqu'un veut nous raconter un peu l'interaction qu'il a eue avec la machine? Ça fait penser un peu au film Heure qui est sorti. Ouais, c'est très beau film. Ouais, mais moi je suis sorti avant. Et t'es visionnaire encore. Et même avant Siri. Ce qui m'a étonné, c'est la rapidité de la réponse. C'est à peine entamé la phrase, on avait la réponse tout de suite. En fait, il faut cette rapidité parce que sinon les gens zappent. Vraiment. Est-ce que le logiciel il répond comment? Enfin, genre, comment a été créé le logiciel de manière à répondre de manière assez cohérente? Parce qu'en fait, il répond de manière assez cohérente. Ouais, en fait, c'est une question de logique qui détecte en fait la forme de la phrase, si c'est une interrogation, si c'est une affirmation, et après, il prend les mots-clés, le mot de départ, les mots qu'on va dire, les adjectifs, les pronoms, tout ça. Et en fonction, il a une base de données où il va piocher des réponses. Et après, c'est un chemin en fait de discussion. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est lui qui va le mener. Et il va nous permettre en fait de comprendre la façon dont lui, il a de nous comprendre, pour qu'on finisse par écrire comme il faut pour lui en fait. Et ça montre la performativité dont je parlais. Le fait que l'objet, il t'induit, il t'amène dans son chemin, peu à peu. Est-ce que vous avez ressenti ça face à la machine? Mais ça, oui, mais c'est un truc typiquement humain. C'est ce que faisaient les voyants, les faux voyants, pour déterminer, dire qu'ils arrivaient à lire l'avenir. En fait, ils nous faisaient parler
C'est que lui, il évolue pas en fait, il est figé. Et pour pouvoir interagir avec lui, il n'y en a qu'un seul qui peut faire l'effort et c'est nous. Mais elle a des réponses toutes faites, la machine, Ouais. oui, c'est ça. Toutes Et faites, alors, bon. combien il faut imaginer des réponses pour faire ce programme? Pardon, j'ai pas compris la question. Oui, combien vous en avez imaginé des réponses pour, Alors le programme de base, c'est pas moi qui l'ai pris, c'est sur internet en fait, c'est un programmeur qui l'a fait, qui est open source. Du coup, on peut récupérer le programme, le modifier pour nous, pour faire par exemple moi ce que j'ai fait, il y en a plusieurs personnes qui l'ont mis sur des sites internet. Et la base de données est énorme. Je le faisais voir ce matin à Axel, c'est des fiches de texte où je ne compterai même pas les caractères qu'il y a dedans parce que c'est assez hallucinant, quoi. Et je peux, moi, soit la diminuer, soit rajouter des informations à l'intérieur. Donc je peux aussi plus ou moins lui donner un caractère, lui donner une image. Mais après, c'est toujours moi qui décide au final. Ce qui est drôle, c'est un peu comme Siri, on a l'impression que finalement elle répond avec philosophie, parce qu'elle est un peu à côté de la question quand même. Donc finalement, elle me Mais vous êtes resté longtemps dessus ou pas? On se dit, oh, c'est maligne là, cette machine. C'est que ouais, si elle ne sait pas répondre, en fait, elle a une issue de secours en fait, pour ne pas rester bloquée. Et il y a même un moment, en fait, la première version, elle allait chercher des informations sur Internet quand elle n'avait pas l'information. C'est plus le cas. Moi, je trouve que la question que ça pose, finalement, c'est qu'à partir du moment où on comprend que les objets techniques, que les artefacts, que nos fabrications ont une influence sur notre état d'esprit, on peut se poser aussi la question, lorsqu'on va concevoir la ville de demain, quelles affordances, quelles aménités, quelles caractéristiques on va lui donner, de manière à ce qu'elles induisent en nous ce que nous voulons vraiment. Est-ce qu'on peut faire une ville qui nous rende meilleurs? Est-ce qu'on peut faire une ville qui nous rende des objets dans la ville, des choses dans la ville, qui vont nous rendre plus altruistes, plus humains, plus poétiques, plus heureux, plus sincères? La forme des bancs, etc., est importante. Les pavés qu'on met dans les rues ont un rôle en retour sur nous-mêmes. On les fabrique, mais ils nous fabriquent aussi. Est-ce que quelqu'un ici a un petit commentaire à faire? Peut-être monsieur ou Philippe? Sur cette histoire? Ça doit te parler, toi, cette histoire d'affordance et tout ça. Oui. Dans la salle aussi. Et dans la salle aussi. C'est une très très vaste question que tu soulèves. En sociologie ou en information, en communication, on s'intéresse beaucoup à ces processus. On parle d'action instrumentée. Hein, il y a des gens comme Rabardel ou des auteurs qui ont beaucoup travaillé sur ou Michel de Certeau, des gens qui ont beaucoup, qui ont démontré qu'on s'appropriait des objets d'une certaine manière, qui n'était pas celle qui était pensée. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Mais que les objets transformaient aussi, par leurs processus instrumentaux, artefactuels, les usages, les pratiques que faisaient les gens. Mais dans la logique de Smart Cities, l'objet est dématérialisé. Et c'est ça qui complique encore plus les choses. Parce qu'un objet physique, c'est un parcours, un espace. Donc ça induit quand même des choses palpables en termes de flux, par exemple, en termes d'espace, d'occupation de l'espace. Quand on est sur un objet dématérialisé, c'est beaucoup plus complexe de voir en quoi l'objet dématérialisé il a transformé l'usage. Dans la ville, je parle là. Alors après, il y a des choses qu'on peut démontrer un peu plus vite. Par exemple, ce qui était tout à l'heure là, sur l'usage des nouvelles technologies pour communiquer, qui transforme l'usage en termes de flux physique, ça on le voit. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir justement, parce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la question des flux, la question dans les espaces me semble une question vraiment déterminante dans toute l'approche des Smart Cities. Est-ce qu'on va être capable, avec les technologies, de faire revenir les gens au centre de la cité? Ça, par exemple, c'est une question de flux. Ou est-ce qu'au contraire, ils vont rester statiques chez eux, par exemple voilà. Il y avait des gens qui avaient envie de réagir à ça aussi, j'ai cru comprendre. Ça, monsieur, peut-être, non? Oui, vous posiez la question de comment se projeter dans une ville. Moi, j'ai eu la chance de voyager pas mal dans ma vie. Donc j'ai parcouru en effet un peu le monde. J'ai déambulé dans des villes moyennes, grandes, petites.
en France aussi, j'observe aussi ce qui se passe, notamment dans nos villes, sur l'étalement urbain. Il y a 2 ans ici, il y avait eu une conférence aussi sur l'urbanisation et notamment sur l'étalement urbain. C'était un journaliste qui avait écrit un livre que j'avais d'ailleurs parcouru, que j'ai trouvé très intéressant, qui s'appelait La dictature du bitume. Donc on sait aujourd'hui en effet que l'urbanisation est galopante, que nos campagnes sont en train de s'urbaniser. La question moi, que je me pose, c'est sommes-nous tous urbains? La réponse, à mon avis, est oui. Sommes-nous tous citadins? J'en suis pas certain. Voilà, donc voilà, moi c'est aussi les observations que je fais. Je m'intéresse, alors je ne suis pas du tout sociologue de formation, mais le comportementalisme me paraît aussi très important. L'acte architectural dans une ville me paraît très important. On est dans une ville ici à Toulon qui est aujourd'hui métropole réunie à peu près 450 000 habitants. On ne peut pas aujourd'hui avoir en référence un acte architectural qui nous a marqué dans cette ville. Au contraire, elle a été reconstruite après la guerre, on le sait, puisqu'elle a été détruite au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'urbanisation, le plan d'urbanisme qui a été voulu au moment de la reconstruction de cette ville est désastreux, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une ville qui n'a pas été réfléchie, qui n'a pas été pensée comme une projection d'une ville du XXIe siècle. C'est un triste constat, mais c'est le constat en tout cas. Donc voilà, oui, en fait, ma réflexion, elle est les questions que je me pose sur la ville du futur. Moi, je l'aimerais plus poétique, en effet, oui. Et je pense que l'architecture a un rôle à jouer, et les artistes, bien entendu, ont des rôles à jouer pour imaginer, penser et apporter un peu de rêve, en effet, dans des villes qui le sont de moins en moins. J'ai peut-être un petit apport pour rejoindre ce que vous dites et ce que disait Philippe. Mais je pense qu'il y a les artistes, il y a les scientifiques, il y a aussi les habitants. Et vous savez, quand on se pose la question finalement du visage de la ville, elle vit par aussi les usages qui s'y passent à l'intérieur. Donc comment on accompagne aussi ces habitants à se dire que le futur nous appartient, qu'il faut se mettre en capacité d'imaginer, de prototyper, d'essayer des choses dans cette ville. Et donc on le voit avec les étudiants, notamment sur le workshop il y a 2 semaines, on le voit aussi quand finalement on laisse la place à ces personnes-là pour réimaginer les services, et notamment les services publics. Et il y avait une petite vidéo notamment sur, tu parlais de flux, ça me faisait penser à ça. Faire revenir les gens dans la ville, mais aussi faire revenir les gens dans les services, finalement faire évoluer les services publics pour qu'ils correspondent mieux aux besoins. Et là, en l'occurrence, on avait travaillé sur la question des librairies, qui finalement, avec l'Internet, avec Amazon, sont en grande difficulté. On avait réfléchi avec des étudiants, avec l'Agence régionale du livre, à comment finalement restimuler la venue des gens dans la librairie. Et ils avaient inventé une petite idée qui était, je trouve, pas mal. Une sorte de adopteunlibraire.com. Je vous laisse voir le petit scénario. Je sais pas si je l'ai là. C'est site communautaire. Je l'ai pas. Sur la clé. C'est pas grave en fait, mais ça va me servir de transition. Parce qu'en fait là on vient de parler d'une autre chose. Donc, au début, vous vous souvenez, on a commencé à parler de la nature. Ensuite on a parlé des objets. Et comme je vois le temps qui passe, il y a un 3e thème, donc on pourra en parler de tout ça pendant 2 heures. Et il y a quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu, qui travaille sur autre chose. On a commencé là à aborder en disant la ville a été construite comme ceci. On a commencé à parler de l'épaisseur du temps, de la temporalité, du passé, des souvenirs. Et donc il y a encore un artiste qu'on n'a pas entendu. Est-ce que vous avez vu son installation tout en bas? Alors, voilà. Donc, c'est dans la salle Vagnardon. Donc Gaël, toi tu peux nous le raconter? Oui, en fait moi j'ai travaillé donc une dizaine de jours au sein du théâtre. Et je suis parti d'une maquette en carton qui représente une ville un peu fictive. Et j'ai voulu y intégrer à l'intérieur
des éléments de mémoire de la ville de Toulon, au travers d'images d'archives qu'on peut voir en fond et d'extraits de films. Donc on voit par exemple un extrait de Pierrot le Fou qui a été tourné à Toulon. Et j'ai ensuite proposé à Charles Berling d'intervenir dans la maquette et de répéter un petit peu une réplique qui est dite dans le film par Belmondo, avec l'idée que une ville, la ville du futur, d'abord pour moi, c'est une ville qui a d'abord conscience de son passé, qui connaît son histoire, qui sait où se sont passées les choses. Et c'est tout le propos de mon travail, en gros, dans les autres travaux. Savoir comment la mémoire travaille avec le temps et comment le souvenir se modifie aussi avec le temps. Et aussi de dire que finalement tout se répète tout le temps en fait. C'est pour ça que c'est une boucle infernale qui se répète à l'infini avec ces personnages qui se poursuivent. Et la structure qui est juste devant, elle place un petit peu le spectateur, elle fait une espèce de contre-champ de ce qu'on voit dans la maquette, et elle place le spectateur aussi dans la maquette, et elle le met en scène. Et j'avais fait un travail sur la ville d'Aix-en-Provence où j'étais retourné sur les lieux précis de tournage de films qui avaient été tournés dans le centre-ville, et j'avais recapturé à l'identique les plans en intégrant les personnages des films dans les nouveaux plans que j'avais capturés en fait. Et on voit un peu tout le passage du temps et toutes les correspondances qu'il peut y avoir entre l'architecture et le jeu qui s'opère avec les passants et ce qui se joue aujourd'hui dans la ville en fait. On peut la regarder ? Est-ce qu'on peut se dépêcher ? Mais en général, dans les sont en pratique. De mes peu. Je ne suis pas peut-être aussi forte qu'un homme. Une énigme. Voilà ce que vous êtes. Et comme toutes les énigmes, vous êtes déconcertantes. J'ai envie de vous connaître, de vous découvrir. Ici nous sommes vivants, là nous sommes morts. Quel calme. En ce moment, je possède le plus inaccessible de tous les trésors de la Terre, la sérénité. La compagnie d'une jeune femme satisfaite me fait cet effet. Vous savez, c'est rare de rencontrer quelqu'un satisfait. Même pas les journaux? Avant, je les feuilletais sans plus, mais plus maintenant. Dans le journal, je ne sais plus qu'un jour, je vais aussi penser. Ne serait-ce pas magnifique si un cerisier pouvait manger ses propres cerises.
Merci Gaëtan. Il y a combien de... C'est quoi l'espace-temps entre le moment où tu as tourné les images toi et le moment où c'était dans les films? Alors j'utilise 2 films. Il y a Par-delà les nuages d'Antonioni qui a été tourné en 95-96 à Aix. Et La sirène du Mississippi, c'est 68. Voilà. Et toi, tes images? Et moi, mes images, c'est 2013. 2013. Donc on incruste des gens de 68 dans du 2013. Ça nous fait du 45 ans, c'est ça? Et c'est exactement ce que je voulais faire communiquer les gens. Et ça, c'est super intéressant parce que là, on boucle la boucle. On a commencé par dire, avec les vagues, que la cité, c'était pas une bulle, mais qu'elle était interconnectée au monde entier, en particulier la nature. Ensuite, on s'est souvenu que l'être humain était, dans cet ensemble-là, en plus, sans arrêt, agissant sur tout son entourage, sur ses objets techniques, matériels ou immatériels. Et là, on se souvient qu'en plus, on est aussi connecté à notre passé, à toute notre histoire, et on voit bien avec cet exemple-là que la ville, c'est une infrastructure relativement stable, avec une certaine inertie. C'est-à-dire que quand on pense à la ville du futur, il faudrait d'abord la penser en projetant celle que l'on a, parce qu'on ne va pas tout raser. On ne fait pas du passé table rase. On n'est pas à Dubaï. On va reconstruire avec ce qui existe déjà. Et donc on voit bien que l'importance de l'histoire et à quel point c'est essentiel. Alors, je sais pas, alors, il y a un monsieur qui nous a rejoint tout à l'heure que je ne connais pas, donc du coup, c'est un super piège. Et je dis, est-ce que vous aurez quelque chose à dire là-dessus, principalement, ou je ne sais pas pourquoi j'ai un film. Juste un mot, je m'appelle Philippe. Philippe. Mon fils. Et j'ai besoin de rêver, j'ai besoin d'imagination dans un monde de plus en plus froid, rationnel, qui parfois me stresse, m'opprime, me fatigue, m'use. Et il y a des villes qui m'apaisent, la ville de Sienne, la ville d'Aix aussi. Il y a du flux parce que je peux promener au hasard tout d'un coup, voir une église, je retrouver là, près du musée Granet, etc. Je connais bien cette ville. Et puis il y a des villes qui me fatiguent. Toulon me fatigue parfois. Parce que je ne peux pas aller me promener près de la mer facilement. Je prends le bus, certes, mais ça m'ennuie. J'habite pas le Morillon et j'adore marcher au bord de la plage, mais parfois à la presqu'île de Gien. Et j'adore rêver face à la mer quand je vois par exemple le flux et le reflux. C'est moi qui ai parlé de fluidité, des vagues. Je suis né à Saint-Malo, peut-être pendant des années j'ai regardé ça et j'ai écouté ça. Oh, ça me fait un bien fou. Parce que de nouveau je rêve. Je rêve d'une autre ville. Je ne vais pas être trop long, excusez-moi encore une minute. Une autre ville, comme une ville où on pourrait regarder la mer au lieu de s'en séparer. Cette ville, elle sépare. Regardez cette barre-là, où on pourrait au moins raser 100 mètres, et on verrait les paquebots, au moins 100 mètres, c'est pas impossible peut-être. Et après, je vais vers le Morillon avec ma voiture. Ce serait mieux en vélo, à pied. Oui, voilà, prix de Rome, oui. Ça s'appelle pas le fonctionnalisme, je sais pas quoi, positivisme. Et je vais vers le Morillon, je veux voir les plages, je veux voir la chapelle Sainte-Agathe, parfois où je me promène, juste derrière, un peu plus loin, vers le Cap Brun. Et j'ai besoin de rêver. Et je vois encore des murs et des immeubles que je trouve laids, qu'on pourrait raser. Par exemple, la DDE, qu'on pourrait déplacer. La caserne des pompiers, est-ce qu'il faut qu'elle soit là? Bon, pour la déplacer, il me semble. Ce n'est pas forcément impossible à faire. Et puis cette exposition entre le temple du rugby, et puis juste à côté, à 1 mètre près, 2 mètres, la salle Neptune qui devrait regarder la mer. Voilà. Donc je rêve d'une autre ville où il y aurait du flux pour marcher, se promener et rêver. Sans tout casser. Oui, il faut tout casser. Sans tout casser. Et donc on voit bien que voilà, c'est comme pour... voilà, on a tous des envies qu'on projette, mais comme on a parlé au départ en effet de démocratie, tout l'enjeu est là. Comment est-ce qu'on va pouvoir se mettre d'accord pour concevoir la ville? Tiens, et du coup ça me fait penser à Léna. Tu peux me parler de UCODE? Alors de la volonté ou d'une méthode ou des outils. C'est vrai, j'ai commencé à parler du projet, mais après je me suis rendu compte que je suis allée tellement loin dans la réflexion que je n'ai pas présenté le projet. Donc le projet que nous allons démarrer concerne justement la démocratie urbaine, si on peut le définir comme ça. L'idée c'est d'amener à la ville des interfaces
Ça peut être un écran tactile, ça peut être aussi un échange via le téléphone, ça peut être des installations artistiques, on n'a pas encore décidé, et certainement on va explorer beaucoup de choses, qui permettraient aux citoyens d'exprimer leurs envies de la ville, d'exprimer leurs souvenirs de la ville, d'exprimer aussi leur quotidien, parce que pour concevoir une ville, pour que les professionnels puissent concevoir quelque chose qui est adapté, ils ont besoin de cette information, de ces données-là. Donc là, actuellement, le processus de construction urbaine, bon, il y a les consultations citoyennes, mais souvent ça intervient vraiment à la fin, quand on a déjà passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'argent pour avoir des maquettes, et c'est trop tard. Donc c'est vraiment juste un vote, enfin une consultation nominale, on appelle ça le tokenisme. Et notre idée, c'est vraiment d'amener cette interaction entre les professionnels et les citoyens très très tôt. Et la difficulté, c'est vraiment de construire un dialogue quand on n'a pas encore de vision, quand on n'a rien. Donc, les interfaces que nous essaierons de construire permettront justement aux professionnels d'interagir avec les citoyens pour dire, bon, on veut construire une gare, mais finalement, bon, comment est-ce qu'on commence le dialogue? C'est tout un challenge. Autour de quoi? Autour de quelles questions? Est-ce que ça va être des souvenirs? Est-ce que ça va être des envies? Est-ce que ça va être le quotidien? Ou est-ce que les citoyens pourront exprimer aussi des formes qui les apaisent ou qui leur renvoient aux émotions qu'ils aimeraient ressentir? C'est tout un challenge. Et donc il existe, heureusement, il existe des méthodes. Donc il y a des designers qui ont des outils assez puissants et performants. Donc on va essayer de proposer ce projet qui mixe le design, qui mixe la méthode d'interaction avec les usagers et qui mixe aussi les nouvelles technologies. Voilà. Très bien. Alors du coup, je vois qu'il est 17h30 et donc je crois que alors Philippe, tu devais partir, je crois. Et du coup, peut-être Axel, tu veux dire quelque chose avant de partir? En vous écoutant, j'ai le plaisir, l'immense bonheur de travailler avec des jeunes toute l'année, une vraie chance. Et si j'analyse par rapport à tout ce qui a été dit, les derniers travaux des étudiants, je reviens à cette question des flux. Il y a deux choses qui me viennent subitement à l'esprit, c'est déambulation et flux. Parce que ce qui marque les étudiants aujourd'hui, c'est de travailler sur les applications mobiles. Smartphone, tout ce qui est téléphonie mobile. Et en fait, je m'aperçois que dans la grande partie des travaux que font les étudiants sur ce qu'ils imagineraient de la ville du futur, ils reviennent assez régulièrement à la question de la déambulation et avec des flux qui sont très particuliers. Par exemple, il y a beaucoup de travaux, il n'y a quasiment aucun travaux qui se préoccupe de la traversée de Toulon, pour revenir à ce que vous disiez, dans sa longueur. Toulon coincé entre Toulon, hein, entre la mer et la montagne. Mais il y a deux typologies de flux qui reviennent régulièrement. Il y a le rond tel qui est le centre-ville, finalement, hein, dans sa dimension historique. Et puis le nord-sud, c'est-à-dire l'axe, la gare, la mer. Voilà. Et donc voilà, c'était la remarque que je me faisais en vous écoutant, et je trouvais ça assez intéressant de voir que, quelque part, les jeunes, malgré tout l'investissement qu'ils ont, et toute l'appropriation qu'ils ont des technologies numériques, ils reviennent aux fondamentaux, que sont ceux de déambuler en ville et de rêver. Voilà. Oui, c'est vrai que la ville est enclavée, elle, entre montagne et mer, en fait. Mais ils ne pensent pas l'urbanisme de la traversée. C'est cher, mais c'est toute la problématique. J'avais vu un projet il y a quelques années assez poétique. C'était un GPS pour se perdre. C'était le bâton pour se perdre. Un bâton pour se perdre, hein, c'est ça. Donc, un bâton qui va vous amener à vous perdre dans la ville. C'est histoire de pas... parce que c'est vrai qu'on est souvent un peu téléguidé, on passe toujours par les mêmes endroits, ou alors on suit ce que nous dit de faire Google aussi quelque part, hein, quand on utilise le GPS. Dommage. Donc la surprise, la découverte, c'est ça, c'est déambuler. Et on peut imaginer, il y a des gens qui sont amusés à faire ça, d'imaginer une technologie justement non-optimum pour vous dire au fait, tiens, va donc voir à droite. Tu vas te perdre. Comment ?
C'est un peu ça qui craint parce que en fait on va mettre une technologie pour être guidé et on va rajouter une technologie pour relâcher la technologie. En fait on finit tout le temps par être dans la technologie. Le réflexe à avoir, c'est un moment d'éteindre Google, de poser son téléphone et d'aller déambuler tout seul en posant un bâton avec un truc. Enfin, tu vois le problème où il est. Je te rassure, même sans bâton et sans smartphone, on peut repasser toute sa vie par le même endroit pour aller au même endroit. Ça s'appelle les habitudes. Il y avait un des projets des étudiants notamment qui était la bulle de déconnexion, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et c'était marrant de voir que finalement, des étudiants, designers, ingénieurs d'affaires, finalement, c'était réunis autour de cette idée séduisante pour eux et pour beaucoup dans la salle aussi, ces cabines de déconnexion dans la ville. Après, nous, à la Faible Giron, on a aussi un parti pris sur ces technologies et moi, ça m'a jamais fait rêver un monde complètement digital et donc comment aussi trouver cet entre-deux, se dire finalement que le numérique est un potentiel, propose des potentialités, mais pour faciliter peut-être des usages, créer des passerelles aussi. Je pense à un projet du centre Erasme, qui est un peu vieux maintenant, mais que j'aime beaucoup, le Web Napperon, qui est un napperon en fait de grand-mère, tout tissé. Et en fait, ça permet simplement aux seniors ou ceux qui n'ont pas forcément parfois envie d'être encombrés aussi à la maison par tout un tas de choses, le clavier, le machin, de poser simplement en fait une photo par exemple de leurs petits-enfants sur ce web napperon et puis hop, ça va ouvrir le mail pour pouvoir correspondre. Et en fait, comment on crée ces passerelles à la fois poétiques, tangibles, dans lesquelles le numérique a une place mais simplement facilitante et invisible, moi c'est ça qui me ferait rêver. Finalement une ville qui est fluidifiée, oui, par ces technologies et ces évolutions et ces progrès, mais finalement qui reste une ville qui reste familière, dans laquelle on se sente aussi entouré d'objets, de traces, de choses qui s'usent comme nous on s'use et on va... voilà. C'est intéressant parce qu'on voit bien que excusez-moi, vous vouliez dire quelque chose? Oui, non, mais je voulais revenir sur une chose qui a été dite tout à l'heure, qui m'a semblé intéressante, et qu'on n'a pas encore abordé, pas suffisamment creusé dans la question, c'est le vivre ensemble. Et je pense qu'en effet, la ville de demain, l'enjeu des villes de demain, ça va être ça. Parce qu'il y a... D'aujourd'hui aussi. Oui. C'est-à-dire que la problématique, elle est aujourd'hui, il va falloir la développer et résoudre ce problème-là pour demain. En fait. Mixité culturelle, mixité d'âge, mixité sociale, mixité de genre, etc. Quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus? Juste en 2 minutes. Moi, j'adore me perdre. Beaucoup cette idée, et j'adore la surprise. Et quand je suis bien dans une ville, c'est quand je découvre par surprise, au détour d'une rue, un jongleur, par exemple, à Bruxelles, un musicien à tel endroit. Alors, bien sûr, il risque de se perdre, mais ça donne un petit stress qui est très jouissif, je trouve. Bien sûr, il faut garder la carte de l'hôtel, parfois, quand on est très loin. Mais je fais comme ça. Et puis tout d'un coup, je trouve des choses extrêmement intéressantes, mais souvent vraiment par surprise. C'est ça. Comme un enfant. Voilà, je retrouve mon regard d'enfant. Et j'essaye, avec des enfants, de me dire comment ils voient les choses. Et j'apprends beaucoup avec des enfants de 5 à 10 ans en particulier. Allez, je vais partir sur un autre truc, rien à voir. Mais justement, parce que moi, je me fais la même réflexion que Philippe tout à l'heure. Finalement, on déambule, c'est joli, il y a de la mémoire, et on parle de villes que nous avons visitées, mais c'est aussi un endroit où on travaille. La ville. Et donc il y a un truc qui se développe depuis quelque temps, ce sont les tiers-lieux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tiers-lieux. Donc les tiers-lieux, dans beaucoup d'espaces urbains aujourd'hui, des gens n'ont pas envie, beaucoup de gens se retrouvent dans une situation, choisie ou pas, de travailler de façon indépendante. Donc vous avez des développeurs informatiques, des designers, des comptables, énormément de professions, voilà, de gens qui sont des artistes, qui sont des travailleurs indépendants, et vous aviez le choix, vous n'aviez pas le choix jusqu'à maintenant, c'est vous travaillez chez vous en fait. Parce que vous n'avez pas de bureau, vous ne faites pas partie d'une organisation particulière. Et comme il y a énormément de gens qui se retrouvent dans cette situation d'être un travailleur indépendant, il y a d'autres lieux qui se sont développés un peu partout dans le monde, qu'on appelle les tiers-lieux. Des espaces on appelle ça des espaces de coworking, des espaces, les Fab Labs, etc. Et donc à Toulon, il y en a.
À Toulon, il y a plusieurs espaces comme ça, où des gens s'approprient un lieu qui peut être un ancien hangar, par exemple. Ils vont le retaper, et puis ils se retrouvent là, et ils recréent une sociabilité au travail, parce que le matin ils se lèvent, ils vont dans cet endroit-là, ils ont des camarades, des collègues avec qui ils prennent un café, sauf qu'en fait ils ne travaillent pas réellement ensemble, ils travaillent au même endroit. Et puis ensuite ils repartent. Donc c'est une autre manière de s'approprier la ville. Et c'est assez positif et assez porteur de valeur, parce qu'on voit que, par exemple, à Toulon ou à Marseille, souvent, ces gens-là vont chercher du bâti pas cher. Donc ils vont aller dans des quartiers où on n'allait plus trop. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent en parler ici. Je vois, je fais juste un lien sur le Théâtre Liberté, puisque je crois qu'il y a Fanny ou Lucie, je ne sais plus son prénom, qui travaille sur le magasin, sur l'ancien Fox, qui est en train d'être transformé en tiers-lieu. Elle est... Ah oui, ah bah oui, voilà. Si tu peux en parler peut-être. Ah oui, je vais en parler très parce que c'est vraiment en réflexion. Le théâtre est en train de réfléchir à l'aménagement d'un lieu qui est l'ancien magasin de Fox, et le dédier ce serait un espace qui soit dédié à la question numérique. C'est un peu l'idée du théâtre de voir cet axe dans cette formation. Mais plus largement, l'idée c'est vraiment d'ouvrir. Vous m'entendez pas? Non. Ah, pardon. L'idée c'est vraiment un peu de l'ouvrir et de faire en sorte que justement ce soit un lieu qui soit ouvert aux différents flux qu'il y a dans la ville. On avait un peu pensé le lieu comme ça et de se dire qu'il pourrait y avoir vraiment différentes choses et que ce serait un lieu modulable qui pourrait accueillir différentes organisations, que ce soit du territoire ou qui soit même ouvert sur la Méditerranée et d'autres partenaires européens. Voilà, c'est un peu l'idée d'en faire un lieu hybride qui soit évolutif. Pour l'instant, rien n'est encore vraiment figé, c'est vraiment des discussions et c'est en réflexion. Il y a des gens qui fréquentent ou qui connaissent des lieux comme ça à toi? Ouais. Tu as une expérience de lieux comme ça que tu aurais fréquenté? Je suis allée à certaines de leurs réunions, en fait, parce qu'il y avait des speed dating, on dit. Non, pas dating, speed. Non, tu sais, quand on présente son projet en 2 minutes. Et voilà, il y avait des gens qui présentaient leur projet qui avait été conçu là ou pas. Donc ils organisaient une soirée de cet espace coworking. Et en fait, ce qui se passe là-bas, c'est aussi que, oui, ils se réunissent, ils sont tous d'horizons différents. Et du coup, de temps en temps, ça match. Et il y a des projets qui peuvent émerger ensemble ou pas. Ce qu'il faut voir, c'est que ça reprend toute la thématique du travail. Enfin, moi, je suis chercheur associé au LEST, c'est le laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Donc, ça fait des années que dans ce laboratoire, on regarde le travail. On regarde le travail dans les usines ou dans les administrations. Là, on commence juste à voir ça. Et en fait, c'est la même. On recrée les mêmes choses. Par exemple, ça se crée autour d'une crèche, parfois. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui sont des jeunes parents, qui sont des travailleurs indépendants. Finalement, on se met à 4 ou 5 ou 6, on se trouve un lieu, et on peut peut-être prendre une assistante maternelle et aller sur notre job et avoir quelqu'un. Et puis finalement, après, on s'abonne aussi à une AMAP et on fait venir un panier bio, et puis etc. etc. Il se développe une cantine. Il va développer tout un tas de choses comme ça. D'ailleurs, un des premiers tiers-lieux connus en France a été la cantine à Paris, ça s'appelait comme ça. Et ensuite, il y a eu une cantine qui a été créée dans pas mal de villes, dont une à Toulon. Il y a l'Archipel à Toulon, dans la rue... c'est du côté Chevalet-Paul, voilà. Tu connais alors, il y a des gens qui connaissent l'Archipel alors. Oui, c'est un ancien quartier Chipel. Donc du coup, et bien sûr, il y a une des pionnières aussi des tiers-lieux ici. Rapidement, moi je travaillais à la FIN, donc un think tank sur les usages du numérique qui habitait du coup à la cantine quand ça s'est monté. En fait, ce que je trouve intéressant dans un tiers-lieu, c'est qu'effectivement ça n'est ni la maison, ni l'école, ni le travail, c'est un peu tout ça à la fois et un peu rien de tout ça à la fois. Et finalement, les usages, ils ne sont pas définis à l'avance. Et je trouve que même si parfois il faut réfléchir aux usages dans la ville, essayer de trouver les interfaces qui correspondent à ces usages, c'est bien aussi d'avoir aussi dans la ville des espaces qui ne sont pas prédéterminés par des usages préconçus et qu'on puisse se laisser l'espace, le temps pour inventer qu'est-ce qu'on a envie d'y faire. Et la liberté, oui. L'appropriation. Ouais.
Voilà, l'appropriation. Et donc l'appropriation, c'est pour s'approprier un truc, souvent il faut le détourner. Donc on prend un lieu qui était prévu pour être un entrepôt et on en fait un endroit où on travaille. Et donc du coup, c'est pour ça que nous aussi, je pense qu'ici, là, tout cela, par exemple en particulier toi, tu t'intéresses aux makers, à la fabrication. Hacker, maker. Hein. Donc pour nous, les hackers, c'est pas du tout un mauvais mot, c'est pas un gros mot, ça veut dire bidouiller, hein. Ça veut pas dire pirate. Hein. Et quand on bidouille, ça veut dire qu'on invente, on se l'approprie la chose. Et tout le monde fait ça. Lorsque vous avez un smartphone, la première chose que vous faites, vous regardez comment on peut changer le fond d'écran. Et pour se l'approprier, on se le modifie. Et plus on le modifie, plus on invente un usage et plus on fait évoluer les objets. Donc là, on fait évoluer les objets qui seraient des lieux de co-travail. Et finalement, c'est ce que tu montres. Tiens, on va peut-être commencer à conclure, non? Parce que c'est 6h15. Donc on a débordé d'un quart d'heure. Alors, tiens, pour conclure, est-ce que quelqu'un a des questions ou une remarque à faire dans la salle? Qui a envie de dire quelque chose par rapport à tout ce qu'on s'est dit là sur la ville? Non, ça va? Il y a une notion, peut-être, c'est la notion du temps. Parce que le monsieur, par exemple, parlait beaucoup de déambulation, après on parle de flux, etc. Mais la notion de temps est très importante dans la ville. Parce que tout dépend de ce qu'on y fait. Est-ce qu'on y habite? Est-ce qu'on y travaille? Est-ce qu'on passe par la ville? Est-ce qu'on veut se promener? Est-ce qu'on veut rêver? Etc. Donc, et c'est pas toujours évident. Parce que, justement, on peut être contrarié soit par la voiture, soit par les gens, soit par l'architecture, soit par le manque de végétal, etc. Et tout à fait. Et en fait, dans une ville, on passe notre temps à croiser des gens qui n'ont pas du tout la même temporalité que nous. C'est-à-dire qu'un jour, vous êtes pressé pendant que quelqu'un se promène. Ce qui explique les tensions, parce que la ville est quand même aussi, je pense, beaucoup plus que la campagne. La ville peut être un lieu de violence. Et pourtant, c'est notre horizon, donc il va falloir qu'on apprenne à vivre tous ensemble, accepter les temporalités différentes, et donc de résolution. Voilà, je voulais finir sur un thème positif. Tu veux dire quelque chose? Non? Alors on finit là-dessus. Alors essayons donc de trouver plein de manières de résoudre les problèmes qui vont se poser à nous dans cette cité. Voilà, bonne journée, merci beaucoup. Merci.